Donc on a de nouvelles technologies qui sont à disposition en fait depuis très longtemps et avec des améliorations technologiques majeures dans les 10 dernières années qui vont peut-être apporter une révolution justement dans la prise en charge de ces patients avec un SDRA, disons, modéré à sévère. Donc je vous laisse une seconde pour regarder ma diapositive de conflit d'intérêts. Et essentiellement, je travaille avec la société Maquet sur les Eolia, dont je vous reparlerai un petit peu à la fin de ce topo. Pourquoi utiliser ces stratégies de circulation extracorporelle pour oxygénation et décarboxylation du sang? L'idée globalement, c'est de diminuer l'intensité de la ventilation mécanique, de l'énergie qui est délivrée au poumon profond par le respirateur en termes de volume, de pression et de fréquence. Je vais passer très rapidement sur ces diapositives. Elles ont été abondamment discutées dans de nombreuses sessions du Congrès. Ce papier fondamental de Marcelo Amato utilisant une analyse de médiation mettant en évidence l'impact majeur de la driving pressure, c'est Claude qui en a parlé un peu plus tôt tout à l'heure, des données confirmées sur une étude prospective de registre, donc l'essai LungSafe, qui a montré que les patients ventilés avec une driving pressure supérieure à 14 cm d'eau, qui est probablement le seuil au-delà duquel on a un impact important en termes d'énergie délivrée et de manière ensuite ultime de mortalité. C'était donc confirmé par cette étude LungSafe. Donc on a potentiellement, c'est un concept encore à la date d'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler un changement de paradigme. Et les stratégies de ventilation considérées comme protectrices à la date d'aujourd'hui, type entre guillemets ARDS-NET ou Express, en utilisant des pressions de plateau autour de 28-30, donc bras recrutement maximum de l'essai Express, ne sont peut-être pas optimales en termes de protection pulmonaire. Et la réduction du volume courant de 6 peut-être jusqu'à 4, 3, 2, 1, 0, peut-être dans le futur, pour diminuer la pression de plateau, peut-être en parallèle, en augmentant un tout petit peu les niveaux de PEP pour prévenir le dérecrutement pulmonaire induit par la baisse du volume courant, le tout résultant mécaniquement, mathématiquement, en une réduction de la pression de plateau, en une réduction donc de la driving pressure, puisque la PEP sera un petit peu augmentée chez un certain nombre de ces malades, pourrait améliorer le pronostic de ces malades. On est ici face à, encore une fois, une évolution de paradigme, un concept qui demande maintenant à être prouvé. Et bien sûr, si on réduit l'intensité de la ventilation mécanique, on va se servir de techniques d'expiration extracorporelle, d'oxygénation, pour donc suppléer la fonction pulmonaire et la mise au repos du poumon et la diminution de l'intensité de la ventilation mécanique. Alors, l'ECMO et les corps, c'est la même technologie. C'est la même technologie, mais avec des objectifs complètement différents. Et c'est essentiellement au niveau du débit généré par ces machines que va se passer la différence en fait d'efficacité, d'efficience de ces deux machines. L'ECMO, c'est un circuit extracorporel qui fonctionne à haut débit, 4, 5, 6, peut-être jusqu'à 7 litres minutes de débit sanguin extracorporel. Et à ces niveaux-là, on est capable de suppléer les fonctions d'oxygénation pulmonaire avec un transfert d'oxygène qui peut aller jusqu'à 250, 300, voire 350 quand on atteint 7 litres par minute. Donc on peut prendre en charge complètement l'oxygénation en extracorporel d'un patient. On a des exemples de patients grippés qui avaient des poumons tout blancs, qui ont pu bénéficier d'une épuration et d'une oxygénation complète, donc d'une prise en charge à 100% de la fonction pulmonaire. Les corps, c'est un principe différent. Les corps, c'est des petits débits extracorporels et donc en gros, de manière assez schématique, inférieure à 1 litre par minute. Et à ces débits-là, on est capable, la machine des corps est capable de prendre en charge, disons, de 30 jusqu'à peut-être 50% de la production de gaz carbonique du patient. Et donc des techniques partielles d'assistance, alors qu'encore une fois en ECMO, non seulement en oxygène, et on peut arriver à quasi 100% de la fonction d'oxygénation, et très facilement à 100% de la fonction de décarboxylation, le transfert du CO2 à l'intérieur de ces membranes artificielles étant à peu près 20 fois plus performant que le transfert d'oxygène.
Donc à la Pitié avec Mathieu Schmitt, on avait donc montré ça chez des patients qui étaient en ECMO. Ici, c'est une expérience de physiologie extrêmement simple. Des patients qui sont dépendants à 100% de l'ECMO. On diminue ici donc le débit d'ECMO et on a un impact direct sur l'oxygénation et on avait montré que chez ces malades, il faut obtenir à peu près un débit extracorporel sanguin de 60% du débit cardiaque pour obtenir une oxygénation satisfaisante avec une saturation artérielle périphérique autour de supérieure à 90%. Alors que en termes de décarboxylation, ça n'est pas le débit extracorporel qui compte, c'est le débit de gaz, la ventilation de la membrane. On ventile comme avec un respirateur la membrane. Et vous voyez ici, quand on diminue le débit de gaz de 10 à 8 jusqu'à 2, il n'y a aucun impact sur l'oxygénation. Par contre, on va observer une augmentation importante de la PCO2 et donc mettant en évidence la fonction de décarboxylation de ces machines avec, vous voyez ici, une augmentation de la pression artérielle pulmonaire systolique dans le même temps. Donc deux principes similaires en termes de technologie, mais complètement différents en termes de mise en œuvre et d'objectifs. L'ECMO, c'est des grosses canules. Les corps, c'est un cathéter double lumière de 13-15 French. Les débits extracorporels en ECMO, c'est plus de 5 litres. C'est entre 250 ml et 1 litre pour les corps. Les oxygénateurs sont plus gros en ECMO qu'en ECOR. Encore une fois, l'oxygénation est complète, elle n'existe pas en ECOR. Et la décarboxylation est complète à 100% en ECMO et en ECOR jusqu'à 30, 40, peut-être 50% chez les malades. L'ECMO, c'est une technologie qui demande de l'expérience et il y a des données dans la littérature qui montrent qu'il faut probablement en faire jusqu'à au moins 30 par an pour obtenir les meilleurs résultats. Donc c'est probablement à réserver dans des centres experts. L'ECOR a le potentiel, si d'aventure on montre un bénéfice en termes de critères centrés pour le patient, à être mis en œuvre dans des unités de réanimation conventionnelles. Alors quelle est l'évidence à la date d'aujourd'hui pour ces technologies ? Une revue très rapide des résultats de l'ECMO. Il y a un essai randomisé que vous connaissez tous, c'est l'essai César, réalisé il y a une dizaine d'années au Royaume-Uni. Des patients avec un SDRA sévère mais potentiellement réversible et un critère principal d'évaluation qui était combiné décès ou invalidité sévère à 6 mois. Ce n'est pas vraiment un essai d'ECMO dans le SDRA, c'est un essai où les patients inclus dans le bras, entre guillemets, ECMO, ont été transférés vers un seul centre, sans ECMO, pour réévaluation et éventuellement mise d'une ECMO donc dans ce centre de Leicester à cette époque-là. Ce qui fait que parmi les 90 malades randomisés dans le bras ECMO, il n'y en a que 68 en fait qui vont avoir l'ECMO, 16 vont s'améliorer peut-être en optimisant les réglages du respirateur, 5 vont quand même décéder aussi dans le transport parce qu'il n'y avait pas d'ECMO donc mise en œuvre pour le transport de ces patients. C'était essentiellement des pneumonies. C'était des malades avec un rapport PF médian autour de 75 à la randomisation. Cet essai est le premier qui va être positif sur le critère principal d'évaluation. Donc décès, je vous le rappelle, et invalidité sévère à 6 mois. Une forte tendance pour une réduction de mortalité, mais ça n'atteignait pas la significativité. L'essai a été énormément critiqué sur le plan méthodologique, d'une part parce que presque un tiers des malades n'a pas eu d'ECMO dans le bras ECMO, et puis dans le bras contrôle, la mise en œuvre d'une ventilation protectrice n'était le fait que pour à peu près 2 tiers des malades, et c'était un essai à l'anglaise dit pragmatique, où on n'a pas probablement mis en œuvre des stratégies de protection de la ventilation comme ça aurait dû être le cas. La même année, le même mois, en septembre 2009, a été publié les résultats australiens de la prise en charge des malades grippés à H1N1. Vous voyez ces malades qu'on a vus aussi donc, depuis 4-5 ans dans nos unités. Vous voyez un malade qui a 2 canules ici dans la veine cave inférieure, un SDRA extrêmement sévère. Et ils ont rapporté leur expérience à propos de 68 malades, des malades extrêmement sévères avec un rapport PF à 56, une PEP médiane à 18, des patients acides avec un pH à 7,20. Et des résultats extrêmement convaincants en termes de mortalité, alors qu'une mortalité prédite sur les données initiales était probablement supérieure à 60%. Il n'y a eu que 25% de mortalité dans cette série. C'est très particulier, c'est du SDRA H1N1, des patients jeunes. Un tiers n'avait pas de comorbidité à l'entrée en réanimation, expliquant pourquoi donc ces résultats étaient aussi bons. Mais quand même, ces données ont été également confirmées par les Anglais, donc sur leur série de grippe A H1N1, avec également un bénéfice assez convaincant dans une analyse matchée sur un score de propension, donc pour les patients transférés
et bénéficiant éventuellement d'une ECMO avec une même stratégie que dans l'essai César. En France, on avait également évalué les résultats de l'ECMO avec le groupe REVA, grippe, et donc sur une analyse de 123 malades, cette fois qui avaient tous bénéficié d'une ECMO, on avait aussi mis en évidence un bénéfice si on utilisait la même technique de matching que les Anglais dans leur cohorte. Un point extrêmement important, si on décide de mettre en œuvre ces technologies, il faut le faire vite. Le nombre de jours entre l'initiation de la ventilation mécanique et l'ECMO est un paramètre extrêmement important pour le pronostic. Ça, c'est issu d'une série qu'on avait réalisée avec le groupe de Bordeaux et le groupe d'Amiens, montrant que si l'on initie l'ECMO moins de 7 jours après la ventilation mécanique, on a de bien meilleurs résultats que les patients qui en bénéficient après plus d'une semaine. Pourquoi ? Eh bien parce que chez ces malades très graves, qui ont un SDRA très grave, l'ECMO va permettre de réduire l'intensité de la ventilation mécanique. C'était extrêmement démonstratif. Ici, regardez le delta P, la driving pressure avant l'ECMO, elle était entre 23 et 24 chez ces malades. À J1 de l'ECMO, on passe en dessous de 15. Donc on est dans les chiffres qui sont décrits par Marcelo Amato comme étant entre guillemets protecteurs. La même chose ici pour les pressions de plateau dans cette étude. Quels sont les résultats des séries cliniques sur les corps? Il y a moins de données. Il y a des données très anciennes. Ça, c'est les années 80-90. Un essai randomisé avec des technologies qui sont clairement aujourd'hui dépassées. Ce papier d'Alan Morris, qui est une étude randomisée des corps à low volume, avec une mortalité qui est élevée dans le bras et corps, 66%, un essai arrêté pour futilité, beaucoup de complications hémorragiques dans cette étude aussi, qui a quasiment arrêté le développement de la technologie pendant 10 ans. Et c'est au début des années 2000 que renaît l'indication potentielle d'utilisation de ces machines dans le SDRA avec le shunt artério-veineux de Novalung, et qui aboutit à la réalisation d'un petit essai randomisé qui s'appelle l'essai Xtravent, réalisé par Thomas Bein en Allemagne. 39 malades dans le bras contrôle bénéficiant d'une stratégie type ARDS-NET avec la table pipe FiO2 haute pipe, et dans le bras interventionnel, une réduction du volume courant de 6 à 3 ml/kg. Cet essai est négatif sur le critère principal d'évaluation. Il n'y a pas de différence en termes de ventilateur free days à J28 ou J60 dans les deux groupes. Pas de différence non plus en termes de mortalité. Donc une déception sur cette étude. Alors il y a une analyse a posteriori dans le sous-groupe des patients qui avaient un rapport PF inférieur à 150 où il y a une tendance significative, mais à prendre avec des pincettes ici, à un bénéfice au groupe ECOR. Cette technologie est abandonnée, devrait être abandonnée du fait de ces complications liées au shunt artério-veineux proximal et son impact hémodynamique et à toutes les complications de la cannulation artérielle. De nouvelles technologies sont apparues qui sont des modifications de machines d'hémodialyse qu'on utilise régulièrement en réanimation. Ici, c'est la machine Hémodec qui a été utilisée en Italie, en particulier par le groupe de Marco Ranieri, sur une étude preuve de concept ici, 10 malades, pour lesquels la P-plate était dans le range élevé entre 28 et 30. Et ils ont appliqué donc cette technique d'épuration extracorporelle de CO2, permettant une réduction du volume courant de 6 à 4, de la P-plate de 30 à moins de 25. Dans le même temps, ils augmentent un tout petit peu la PEP, autour de 15. Pas d'impact avec cette stratégie sur l'oxygénation. Et l'hypercapnie induite par la réduction de la ventilation a été contrôlée ici par les corps. Plus récemment sont apparues sur le marché d'autres machines. Ici, c'est la Lila Active, c'est la modification du shunt artério-veineux. Très peu de données à la date d'aujourd'hui, de toutes petites études preuves de concept qui montrent que ces machines épurent du CO2, encore heureux. Ça, c'est la machine américaine Hemolung, avec une petite étude aussi physiologique qu'on avait fait avec Marco et Jordi, qui montre que c'est possible de le faire. Il y a quelques signaux quand même de safety à prendre en compte avec ces machines. La machine de Maquet qui n'est pas encore sur le marché, on ne sait pas si elle le sera un jour. Et la machine de Baxter, le Prism Lung, qui devrait aussi arriver dans les mois ou les années qui viennent sur le marché. Donc on a un concept, un paradigme, avec peut-être potentiellement une place pour ces technologies, l'ECMO pour les malades les plus sévères, ceux qui ont une hypoxémie sévère, voire réfractaire, les corps chez des malades un peu moins graves. Mais à la date d'aujourd'hui, on a besoin de données.
On a besoin de données. On ne peut pas développer ces stratégies de manière irraisonnée sans avoir un petit peu la preuve du risque et du bénéfice potentiel de ces technologies. Donc il y a 2 essais qui sont en cours dans le SDRA. L'essai Eolia qui court maintenant depuis 5 ans et qui se terminera à la fin du mois d'avril. À la date d'aujourd'hui, on a randomisé 241 patients. Le critère principal d'évaluation est la mortalité toute cause à J60 pour cette étude, dans des SDRA sévères avec un rapport PF inférieur à 80. Et le deuxième essai, c'est l'essai Supernova, que l'on mettra en œuvre dans les mois qui viennent. On a une étude pilote qui est en cours, qui inclut 100 malades, et avec 3 dispositifs, avec une réduction du volume courant de 6 à 4 ml kg. On va analyser ces données dans les semaines qui viennent quand on aura atteint les 100 malades. L'idée est de développer un essai randomisé qui pourrait inclure jusqu'à 1500 malades avec un dessin adaptatif dans le courant de l'année prochaine. Donc voilà, en conclusion, on a un rationnel physiologique, physiopathologique. On a des technologies qui ont beaucoup évolué dans les dernières années. On a des indications potentielles, mais à la date d'aujourd'hui, on n'a pas, de manière scientifiquement prouvée, des données permettant des recommandations de grade 1 dans ces indications-là. Je vous remercie.